La parole est directe avec lui, M. Alouba, président du modèle, un parti membre des Forces vives de Guinée. Quel est donc son regard sur la conduite, la mise en œuvre du chronogramme de transition de 2 ans décidé, convenu entre la Guinée et la CEDEAO, et quel est l'agenda des Forces vives de Guinée? Des questions et d'autres que nous allons aborder à présent avec lui. M. Alouba, bonjour, et bienvenue de nouveau sur le plateau de Mirador. Merci, bonjour. Et pour commencer, votre propre agenda qui nous amène donc à parler de cette tournée que vous allez effectuer en France. Dites-nous tous les raisons et sur comment tout cela va se passer. Pour commencer. Merci beaucoup, bonjour à l'ensemble du peuple de Guinée. Effectivement, après la première partie du lancement du livre Agir pour la Guinée, qui a connu un grand succès tant au niveau national on peut le dire, sincèrement. Et félicitations encore. Merci, merci beaucoup Aboubacar. Et merci à vous pour tout l'accompagnement et la solidarité qu'il y a eu autour du projet. Alors nous avons lancé la première partie de la tournée ici à Conakry et dans certaines villes régionales. Il se trouve que nous sommes en période de vacances, donc les universités sont fermées, les espaces culturels ne sont pas très opérationnels. Donc c'est une occasion pour nous d'aller vers nos compatriotes de la diaspora et de ceux qui sont intéressés, qui se sont intéressés au livre. C'est pourquoi le projet continue. Il y a une tournée internationale qui est prévue, qui va nous amener à Paris, à Bruxelles, à Londres, à Genève, aux États-Unis et au Canada. À Rennes aussi en France. Oui, tout à fait, à Rennes en France. Donc le meeting de Paris, ça sera le 29 juillet, à Rennes le 30, à Londres le 12, à Bruxelles le 20 août. Et les États-Unis et le Canada vont être la partie qui va clôturer. Après, au courant du mois d'octobre, nous ferons la tournée africaine qui va nous amener à Abidjan, Dakar au Maroc, en Angola, en Afrique du Sud, un peu partout. Bref, il y a beaucoup de sollicitations. Des tournées politiques, aux allures de campagne aussi. Est-ce que vous avez l'occasion de discuter directement avec nos compatriotes, mais aussi de partager avec eux votre projet politique? Tout à fait. Déjà, c'est un livre vision qui nous permet d'avoir beaucoup de retours en termes d'impact. Nous avons décidé d'utiliser cet outil en démocratie. C'est ce qui est d'ailleurs souvent recommandé et que les acteurs politiques posent leur vision dans des ouvrages et que cela soit discuté à travers un débat public ouvert. C'est ce que nous faisons et ça nous donne l'occasion d'avoir de la critique en retour, de la critique dans tous les sens, des observations, et ça nous permettra davantage de faire connaître nos projets que nous ambitionnons pour notre cher pays. Et bien voilà, donc c'était l'entrée en matière, la mise en bouche de ce grand oral à suivre avec notre invité précis, M. Alouba. Nous allons marquer une pause de 4-5 minutes avant de revenir pour continuer et aborder donc de plein pied cette interview avec notre invité, M. Alouba, président du modèle. Une des rares fois, voilà, il n'est pas concentré. Voilà, ça arrive, c'est humain. Allez, on continue cette interview avec vous, Talibé, toujours dans son téléphone. Allez, Talibé. Allez. Pour mieux formuler mes questions. Bien. Allez-y, Talibé, voilà. Alors, monsieur Ba, l'actualité en Guinée, c'est l'annonce de la suspension par les autorités guinéennes de la participation de notre pays à l'OMVS. Les raisons invoquées, c'est le cas du barrage Koukountamba, qui connaît des retards dans sa réalisation, mais aussi la sous-représentativité de la Guinée au sein des instances de l'OMVS. Comment analysez-vous cette décision et ses motivations? Merci beaucoup. En fait, j'ai suivi cette actualité, j'ai suivi également les commentaires, les analyses que vous en avez, vous avez eu à faire sur ce sujet. Je considère qu'a priori, les projets d'intégration sous-régionale sont toujours très importants pour notre pays, d'autant plus que les frontières sont très théoriques, à la mesure où ce sont les mêmes peuples qui les habitent et les ressources sont partagées. Pour preuve, en ce qui concerne l'OMVS, c'est autour d'un fleuve dont la source est la Guinée qui traverse ces différents pays qui sont concernés. Et à un avenir ensemble, un avenir commun par rapport au projet hydroélectrique et au projet hydroagricole. Et les raisons évoquées, je ne peux pas trop m'appesantir parce que je ne connais pas le niveau d'avancement par rapport à ces projets qui sont précités. Mais moi, je considère que pour déjà les projets hydroélectriques, la Guinée doit surtout faire des efforts pour nous-mêmes parce que le potentiel, il est très très important. Et une cartographie de nos ressources hydrauliques et hydroélectriques que nous avons déjà établi bien avant l'indépendance du pays, c'est connu, la plupart des potentiels cités étaient déjà connus, ce n'est pas une découverte nouvelle.
Et moi, je considère que j'ai vu un rapport il y a quelques années, enfin l'année dernière, sur l'avenir de l'hydroélectricité, où il y a eu un rapport très sceptique qui consiste à démontrer que le changement climatique, la dégradation écologique, fait que les affluents des fleuves dans les années à venir, d'ici 2035, courent de gros risques de tarissement. Ouais. Lorsqu'on a une évaluation de cette nature, et cela n'est pas fait par n'importe qui, parce que c'est un rapport qui s'inscrit dans la droite ligne du protocole de Kyoto sur le changement climatique, ça concerne le monde entier. Je considère que l'avenir de nos États se trouve dans le solaire, l'énergie solaire en général. Maintenant, pour le projet spécifique dont vous parlez, je ne pense pas qu'un retrait pourrait être une solution, dans la mesure où il faut continuer. Donc vous ne comprenez pas la décision des autorités de la transition? Pas vraiment. Vous ne la partagez pas? Sous réserve que je n'ai pas beaucoup de détails en rapport avec... parce que en général, l'OMVS, on en parle presque peu, sauf quand c'est événementiel comme ça. Donc ce ne sont pas des institutions mais on apprend que sous le sceau de l'OMVS, 3 barrages ont déjà été réalisés dans les autres pays plutôt que dans le pays dont ce fleuve est originaire en termes de sources. Bon, quelles sont les raisons qui ont amené à cela? Comment cela s'est passé? Je n'ai pas les informations sur ces autres pays, mais toujours est-il que en tant qu'État, puisque nous avons la maîtrise de nos ressources, nous ne devons pas être assez plaintifs par rapport à ces initiatives. Si nous-mêmes, nous pouvons piloter nos projets hydroélectriques et faire associer les autres ou bien travailler avec eux, je pense que c'est idéal. Bien, on va progresser avec vous, Lincoln. Oui, sur d'autres questions. Oui, je m'intéresse cette fois-ci à cette visite, en tout cas, l'un des patrons de la Banque mondiale en Guinée, ici à Conakry, présentement. Non, il est retourné. La bonne santé de l'économie guinéenne. Beaucoup de choses ont été dites. Nous avons même pu interviewer le ministre Moussa Cissé dans ce studio. Quel profit peut-on tirer d'une telle rencontre dans notre pays et qu'est-ce que vous faites de tous les discours prononcés par ce monsieur vis-à-vis de notre pays? La thèse de la bonne santé de l'économie guinéenne. Vous êtes économiste, voilà, par endroit, c'est important de le dire. Quel regard avez-vous sur le passage à Conakry de ce haut dirigeant de la Banque mondiale à la personne d'Ousmane Diagana? J'ai lu la lettre référencée du 1er juillet que le représentant résident a envoyé aux autorités guinéennes, qui fait mention justement de ce rapport, puisque c'est un exercice périodique chaque année au 1er juillet, en tout cas au début du mois de juillet, la Banque centrale, la Banque mondiale met à jour le classement des pays selon un certain nombre de paramètres. Je crois qu'en ce qui concerne la Guinée, ce qui a été particulièrement mis en exergue, c'est le revenu national brut par habitant. Qu'est-ce que ce paramètre représente? C'est-à-dire que chaque Guinéen est capable de produire, de contribuer à la création de la richesse nationale, mais à l'état brut. Et il se trouve que la référence qui a été faite, c'était le classement de l'année dernière, où la précarité et la situation économique étaient très très critiques. Et selon le rapport de 2021-2022, on se retrouvait avec environ $1010 par an et par habitant. Et aujourd'hui, il y a, je crois, un indicateur statistique qui parle de $1180. Donc, si vous constatez, statistiquement, il y a une progression. Mais c'est un paramètre macroéconomique qui est pris en compte. Et d'ailleurs, c'est le seul qui a été systématiquement évalué. Généralement, ces institutions qui font des activités à caractère statistique font un échantillonnage. Quels sont les éléments qui ont été pris en compte dans le paramétrage? Alors, lorsqu'on voit cela, il faut quand même le dire avec prudence. On ne peut pas parler de bonne santé économique. On peut parler d'un indicateur de performance qui a été évalué et le pays a fait l'objet d'un rapport, d'un passage de revenus faibles à un revenu intermédiaire, parce qu'il y a une catégorisation, je crois, au nombre de 4 par rapport aux États. Maintenant, Monsieur Ba, excusez-moi, la bonne santé dont on parle, le ministre des Finances citait ici la baisse de l'inflation, justement... L'inflation, un chiffre. À un chiffre, et d'autres aspects macroéconomiques. Vous savez, il y a un grand débat entre les économistes contemporains et les anciens par rapport au système d'évaluation. Il y a aujourd'hui beaucoup d'économistes qui contestent le modèle des institutions de Bretton Woods. Ils considèrent que ces institutions-là, déjà, dès que vous êtes adossé au programme de ces institutions,
ça veut dire que vous êtes un malade sous perfusion, vous vous faites examiner, vous ne pouvez pas vous vanter d'une bonne santé tant que vous êtes dans le programme, parce que c'est comme si la perfusion elle continue. Donc il y a des économistes de cette nature qui considèrent que les éléments pris en compte par ces institutions pour faire l'évaluation des États démontrent déjà à suffisance que ces États ne se portent pas bien. D'ailleurs, moi, je suis de ceux-là. Les pays asiatiques ont fait beaucoup d'efforts pour sortir de cette, si vous voulez, colonisation d'esprit qui consiste à dérouler tapis rouge pour ces institutions. Venez nous noter, venez nous évaluer. Il se trouve que lorsqu'on parle de développement, on parle surtout de l'impact que ces différents paramètres ont sur les populations. Donc, s'adosser sur les paramètres... S'adosser sur les paramètres... Le ressenti de tout cela sur le quotidien des populations. Voilà, s'adosser sur des paramètres macroéconomiques qui sont très théoriques, qui sont des valeurs statistiques, généralement partagées dans des bureaux, et aller voir le quotidien du Guinéen, considérer comment cela s'est amélioré. Il y a beaucoup d'économistes qui ont défié ces institutions et qui ont réussi. Quand on voit un homme comme Mohamed Younous, qui a été prix Nobel d'économie, qui a étudié aux États-Unis, qui est venu expérimenter sa vision du développement économique dans son pays qui est le Bangladesh et une bonne partie des pays de l'Asie, il se trouve qu'aujourd'hui, la réalité fait qu'il y a un grand fossé entre ce qu'on peut vous dire dans ces rapports et la réalité de terrain. Lorsque le ministre parle des indicateurs tels que l'inflation, il y a un moyen très simple de juguler l'inflation. Lorsqu'on fait du recadrage en gelant les investissements, par exemple, lorsqu'il n'y a pas d'investissement public, ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de redistribuer la richesse. Parce que lorsque vous avez des grands projets, que ce soit les investissements locaux, que ce soit les investissements directs étrangers, vous avez la possibilité de créer de la valeur ajoutée en créant des emplois. Et ces emplois bénéficient de revenus et ces revenus sont partagés, enfin ces revenus sont dépensés dans le circuit économique local. La dernière fois, je vous ai suivi, vous êtes en train d'expliquer comment les populations se plaignent par rapport à la hausse des prix. Bien sûr. Ça sert à quoi de se vanter d'une inflation à un chiffre si déjà le pouvoir d'achat ne fait que baisser? Au même moment, les prix galopent. Absolument. Au même moment, vous constatez que les populations, par leurs revenus, n'arrivent pas véritablement à couvrir les différents besoins. Si vous prenez aujourd'hui le salaire de base en Guinée, vous vous rendez compte que c'est difficile pour quelqu'un qui gagne 1,8 million, 2 millions de scolariser ses enfants. Le logement minimum décent en Guinée, il peut vous coûter, à Conakry, il peut vous coûter 1,5 million ou 2 millions. Donc ça voudrait dire que 100% de votre salaire sera consacré uniquement à votre logement. Comment les gens ils s'en sortent? C'est pourquoi dans ce modèle économique dont on parle, les gens sont beaucoup plus tentés par la corruption, par l'affairisme, par des activités parallèles. Et beaucoup de nos familles ici d'ailleurs, pour celles qui vivent de façon plus ou moins décente, soit vivent de l'argent de la corruption pour certains, soit ils ont des personnes à l'étranger qui travaillent, qui les aident, ou sur place qui travaillent pour les organismes internationaux. Alors, lorsqu'on évalue, j'ai fait une analyse à un certain moment donné sur le rendement marginal du travailleur guinéen comparé à ce qu'il pourrait gagner en termes de revenus, il se trouve que la productivité est faible, c'est-à-dire ce que chacun de nous apporte en termes de contribution, que ce soit dans le cadre d'une entreprise, que ce soit dans le cadre de l'administration publique, et ce qu'on paye aussi est très faible. Alors, dès lors que l'économie ne fait pas circuler des revenus importants, il n'y a pas d'investissement massif, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de prospérité économique. C'est pourquoi, par rapport à ce classement et de tout ce qu'il y a eu comme commentaire dessus, je dirais qu'il faut être réservé. Il faut rester prudent là-dessus. Moi, j'ai vu derrière, grâce à la vision du colonel, grâce à la magnanimité, on va sortir de ça, du calme. Ce n'est qu'un revenu national brut par habitant qui a été évalué. C'est un bon point en soi. Il faudrait progresser, mais il ne faut pas parler de bonne santé économique parce que l'économie, vous la sentez, je la sens, cabinet la sent, nos poches ressentent cela tous les jours parce que nous vivons. Nous vivons là. C'est ça l'économie en fait. Au-delà l'économie réelle. Exactement. Au-delà de tout ce qu'il y a dans les bureaux et ce qui est théorique. Bien. Aliou Ba, président du modèle, notre invité, il faut le savoir aussi, économiste à la base. On s'intéresse à d'autres volets de l'actualité avec vous, Mamadouri. Oui, tout à fait. Mais je suis un peu curieux encore sur la question économique parce que le ministre a abordé aussi la question de la dette intérieure. C'est important. Il a donné des réponses assez faciles. Est-ce que vous partagez son point de vue? J'imagine que vous l'avez écouté, comme quoi ils sont dans l'évaluation de la dette avant paiement et au cas par cas, on libère des paiements qui sont reconnus et qui ne souffrent pas, si vous voulez, de doutes, des questions de corruption. Et puis, quand vous regardez le climat actuel, vous êtes un économiste, vous voyez les indices, la morosité de l'économie, est-ce que vous pensez qu'elle est extrême
actuellement que les investissements sont orientés ailleurs et que des entreprises ont baissé, si vous voulez, leur activité. Est-ce que c'est le même constat que vous faites aujourd'hui? On a l'impression qu'il y a un ralentissement général de l'activité économique. Oui, bon, parlant de la première question, la problématique de la dette, c'est une problématique entière. Elle peut se développer sur plusieurs volets et pendant beaucoup de temps. Ouais. Mais ce qu'il faut dire essentiellement pour le cas de la Guinée, en général, les États dans lesquels vous avez un taux d'intérêt pour la dette qui soit plus élevé, je parle du financement de l'économie locale par exemple, si vous avez un taux d'intérêt plus élevé que le taux de croissance économique, vous ne pouvez pas avoir de l'économie. Parce que ça voudrait dire qu'au taux auquel vous empruntez de l'argent est supérieur au rythme de croissance de l'économie, donc peu de chances pour vous de réaliser un résultat et de rembourser votre emprunt. C'est la plupart. Ça, c'est le caractère structurel de nos dettes. Pour le cas de la Guinée, il se trouve que la dette intérieure qui est en rapport avec les acteurs locaux, que ce soit les entreprises, les PME, il y a une administration qui a encore du mal à se performer. Il y a une certaine lourdeur qui fait que la plupart de ceux qui font des prestations avec l'État ont des difficultés dans la chaîne de paiement pour la liquidation de la dette. Alors ce retard accumulé fait perdre non seulement du temps, de la crédibilité, parce que ces entreprises, pour la plupart d'entre elles, prennent leur emprunt au niveau du système bancaire. Donc il se trouve que le retard pénalise, à travers les pénalités bien entendu, dues au fait que l'État ne paye pas à temps. Et en général, la chaîne de corruption fait que la plupart des entreprises sont assujetties à un processus où il faut reverser de l'argent à tel ou tel sur la chaîne, que ce soit à la banque centrale, que ce soit au trésor, en tout cas tout le processus concerné. Donc alors tout ça amène de la lourdeur et c'est l'administration qu'il faut réformer. Alors je considère que pour moi, il y a un préalable très important à faire. La réforme du système de l'administration, la réforme de l'administration, la qualification du personnel et surtout la lutte contre la corruption. Parce que ces entreprises ont besoin d'exister et de se performer. Deuxièmement, sur le deuxième volet de votre question, en rapport avec le ralentissement ou peut-être le manque d'incitation. Vous savez, la période de la transition à elle-même pose un problème dans l'esprit des gens. L'économie est fondée sur la confiance. Lorsque vous n'avez pas confiance, vous ne faites pas de l'économie. Et c'est un facteur psychologique, mais qui impacte tout le monde. Aujourd'hui, les uns et les autres sont dans, si vous voulez, dans l'observation. Dans l'attentisme. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la première question qu'un économiste se pose. Et alors, moi j'ai suivi, par exemple, il y a eu beaucoup de forums qui ont été organisés pendant cette transition. On parle de levée de fonds, on parle d'1 milliard d'intentions de financement, etc. On pense que ce sont des résultats. Mais en réalité, pendant cette période de transition, seuls les acteurs qui sont roublards et qui sont très souvent dans le circuit, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font de la corruption délibérée. Ils ont des éléments à eux qui sont placés, qui garantissent leurs intérêts, ils savent qu'ils n'auront pas un obstacle. Et c'est là, en fait, l'un des problèmes majeurs de notre pays, c'est que ceux qui doivent normalement payer les impôts, payer les obligations fiscales, à cause des accointances qu'ils ont dans l'appareil administratif, n'arrivent pas à payer de façon optimale. Et l'État, le manque à gagner, il le reverse sur des acteurs qui n'ont pas ces réseaux et qui finalement se sentent, si vous voulez, étouffés et qui disparaissent. Exactement, qui sont étouffés et qui disparaissent. Le deuxième aspect, c'est que le manque de formalisation de l'économie fait qu'il est très difficile d'avoir, si vous voulez, un répertoire fiscal exhaustif sur un ensemble, si vous voulez, d'acteurs qui ne sont pas répertoriés. L'économie guinéenne est fortement caractérisée par l'informel. Donc c'est compliqué. En fait, il y a un manque à gagner important vers lequel il faut aller. Donc, le travail de formalisation de toutes ces réformes qui peuvent arriver, ça peut nous permettre d'aller de l'avant. Mais la situation de la transition, si elle ne donne pas une meilleure visibilité sur l'avenir, ça va amener des réticences économiques. On ne peut pas développer un pays dans l'incertitude. Bien. Alouba, notre invité, on s'intéresse à d'autres volets. Et ça, c'est clair, Aboubacar, il fallait être à Kaloum hier pour voir que, sincèrement, on dirait que c'est un cimetière. Bon, je passe là-dessus. Je passe là-dessus. Tout semble à l'arrêt. Je passe là-dessus, Aboubacar. Bon, il y a une autre information quand même qui a fait l'actualité, beaucoup de débats, notamment dans ce studio à Liu. C'est l'annonce que l'ambassadeur de la France en Guinée a faite, donc à l'occasion de la fête nationale française, en disant que la Guinée est incluse désormais dans la liste des pays prioritaires dans le cadre donc de la nouvelle politique africaine de la France, bien entendu. Alors, quel entendement vous avez de cette situation, puisqu'on dit que c'est dans la logique du sommet de Montpellier, auquel sommet vous-même aviez pris part?
Oui, tout à fait. Vous savez, il faut replacer les choses dans leur contexte. Montpellier a été la consécration d'un travail qui a été mené a priori en amont, un travail de près d'un an qui a réuni des universitaires, des économistes, des chercheurs, des activistes et beaucoup d'autres acteurs qui pensent que le paradigme doit changer, la qualité de nos relations avec la France et par extension l'Union européenne, cela doit changer. Donc des Africains venus de tous les pays, quasiment, ont discuté pendant des années. Il y a eu une 60aine de rencontres sur le continent avant Montpellier. Bien. À titre personnel, j'ai été très impliqué dans ce processus qui a permis, qui nous a amené le 5 octobre 2021 à rencontrer le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Lorsqu'il nous a reçus, nous lui avons présenté le rapport critique que nous avons eu à préparer suite à toutes ces évaluations, toutes ces rencontres préliminaires. Et ce rapport indiquait clairement que, en tant qu'Africains, nous ne sommes pas contents de la manière dont les choses ont toujours fonctionné. Et il est question, lui qui est venu à la tête de la France en tant que président, qui dit vouloir changer les choses de son côté, il n'aura pas la prétention de changer les choses à notre niveau, mais il va avoir des interlocuteurs avec lesquels il va discuter. Je rappelle que le sommet de Montpellier 2021 a été inédit dans la configuration, parce que c'est la première fois depuis 1974, je crois, que les chefs d'État n'étaient pas invités. Ouais. Et le président Macron, lors de la discussion à l'Élysée, nous a fait comprendre toute son aise à vouloir discuter avec d'autres acteurs qui sont quelquefois non institutionnels, puisque lorsqu'on parle de l'Afrique, il ne suffit pas de se réduire aux chefs d'État. Alors ce rapport contient un ensemble d'éléments qui sont aujourd'hui, qui se sont traduits en vision. Ouais. Moi, à titre personnel, je suis impliqué dans 2 projets phares, qui est la Fondation pour l'innovation de la démocratie, et aussi pour l'Agence intercontinentale pour la transparence économique et financière, ce qui explique très souvent mes déplacements tant sur le continent qu'à l'Hexagone, ouais. Parce que je travaille avec des équipes tant au niveau africain qu'au niveau français et par extension avec des eurodéputés. Très bien. Nous discutons de tous ces éléments parce que nous sommes arrivés à un même point de vue que la nature des relations doit changer. Et fondamentalement, ces projets, le Fonds d'innovation pour la démocratie, par exemple, dont le siège est en Afrique du Sud, nous avons levé le premier paradoxe qui consistait à traiter avec l'Afrique francophone. Nous parlons d'une Afrique d'ensemble, l'Afrique de tous les États, francophones, anglophones, lusophones. Ce sont des États africains qui sont concernés par les problématiques de développement. C'est pourquoi vous avez suivi dans cette dynamique, il y a des Kenyans, il y a des Nigérians, il y a des Sud-Africains, il y a des Angolais, etc. etc. Bien. Donc, lorsque l'ambassadeur a annoncé pour le fait de la Guinée, moi je suis content. Pourquoi? Parce que ce sont des projets phares, au nombre de 12 environ, qui vont être expérimentés dans nos différents États. Et le Fonds d'innovation pour la démocratie, par exemple, va financer une 60aine de projets à dimension continentale. Il est doté d'un budget initial de 50 millions d'euros. Et ces 50 millions d'euros seront investis et levés en Afrique, investis en Afrique. Parce que simplement, ce n'est pas une question de voir le populisme comme on le présente, à dire que c'est la France qui fait ça. Nous avons demandé clairement, et vous avez suivi à Montpellier ce que j'ai dit personnellement au président Macron. Nous ne lui demandons pas de gérer nos affaires intérieures, nous ne lui demandons pas de nous dicter quoi faire. Mais il doit prendre ses responsabilités en tant que chef d'État français vis-à-vis des Africains, lorsqu'il doit traiter avec des dirigeants africains, qu'il s'assure que ceux-ci représentent véritablement leurs États. Mais je me permets de te couper parce que beaucoup pensent que c'est juste un soutien à la junte qu'on maquille de cette façon-là. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Ça va plus dans le volet politique que dans la logique du sommet de Montpellier. Oui, je crois que c'est très réducteur. Ça, c'est très réducteur. Quels sont les critères qui ont valu à la Guinée d'être alignés alors? C'est surtout les Français qui pourront, beaucoup de questions là-dessus. Surtout les Français qui pourront répondre très bien à cette question, parce qu'après tout, les responsabilités françaises par rapport au traitement qu'ils ont avec les États de façon individuelle, de façon singulière, relèvent de la responsabilité des autorités françaises. Moi, mon rôle ici, c'est d'expliquer surtout le contexte général dans lequel tous ces projets sont amorcés. Et si l'esprit de Montpellier a prévalu et qu'aujourd'hui nous avons des États pilotes sur lesquels nous expérimentons ces différents projets dans lesquels je suis personnellement impliqué et d'autres personnes qui ont travaillé avant Montpellier et après Montpellier, c'est déjà une très bonne nouvelle. Maintenant, pour savoir est-ce que c'est un soutien à X, à Y, je crois que ça vient dans le contexte d'une transition
Et quelquefois, ça fait l'objet d'une déduction. Et moi, je ne vais pas dans ce sens. Connaissant en profondeur les initiatives en question, moi, je ne vais pas être affirmatif pour dire que c'est une forme de soutien à une junte spécifique, parce que les initiatives que nous portons vont survivre à la junte, vont survivre à un régime, qu'il soit démocratique ou pas, parce que tout ça, nous pensons que c'est l'avenir de l'Afrique qui se dessine à travers un nouveau paradigme. Bien, Cabinet, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais dire que c'est important ce que dit Aliou, puisqu'en réalité, ce changement de paradigme-là, c'est que ce n'est pas des projets publics qui vont être financés. C'est les acteurs sociaux, c'est la recherche qu'on va financer. Et la matérialisation justement de cet esprit de Montpellier est la mise en place de ce que l'Élysée appelle les conseils de jeunesse dans les différents pays. Et ça n'a rien à voir officiellement avec un soutien quelconque. C'est arrivé à un moment et le contexte aidant, ça s'est fait. En plus, je voudrais préciser que de toutes ces ressources, de tous ces projets, il n'y a aucun copec qui va atterrir dans les caisses d'un État, qui qu'il soit. Donc, ça voudrait dire que les autorités, on les reconnaît, mais nous avons la liberté d'entreprendre nos initiatives. Moi, quand je partais à Montpellier ou quand je faisais ces travaux, je n'ai fait référence à aucune autorité de mon pays. Je n'étais pas obligé de le faire. L'ambassadeur de France, en parlant du fait que la Guinée est désormais incluse dans la liste des pays prioritaires dans le cadre de la nouvelle politique africaine de la France, a également évoqué le processus de la transition. On a eu le sentiment comme quoi il conditionnait l'accès de la Guinée à de nouveaux financements, à en tout cas une meilleure conduite de cette transition et un retour à l'ordre constitutionnel dans les délais fixés de commun accord par la Guinée et la CEDEAO. Quel lien vous pouvez établir entre en tout cas l'accès à de nouveaux financements dans le cadre de cette nouvelle politique africaine de la France et le processus de transition? Oui, j'étais là déjà à l'occasion de la célébration de la fête nationale française, puisque j'ai été convié, mon épouse et moi. J'ai écouté le discours et je crois que le discours reste le même. Il a réaffirmé clairement que les engagements pris doivent être respectés. Et que par rapport au retour rapide à l'ordre constitutionnel, la question du dialogue, il a suffisamment martelé. Et je crois que c'est dans le cadre de l'esprit du G5 aussi, les autres ambassadeurs plus lui qui étaient tous présents là, y compris les autorités de la transition. Je crois que l'ambassadeur Marc Combostier a été très clair dans son message. Il faut vraiment, pour les autorités françaises, il faut nécessairement avoir un dialogue inclusif, il faut respecter les engagements qui sont pris dans le cadre de la charte de la transition et bien entendu, il faut aller à des élections apaisées, inclusives. Et à ce niveau, c'est ce discours que nous avons tous entendu. Bien, donc dans un court instant, on va aborder donc le volet transition de cette interview avec notre invité prestige, M. Alouba, président du Modèle. La suite de l'interview avec vous, Basseko, on s'intéresse au volet transition à présent. Effectivement, la Guinée, le Mali, le Burkina et le Tchad sont 4 pays qui vivent des transitions militaires et Moussa Faki Mahama de l'Union africaine, dans une récente sortie, a été très clair, a martelé à l'intention de ces militaires qui dirigent ces transitions qu'ils ne doivent pas se présenter aux élections. Comment vous percevez ce discours et quels sont les mécanismes aujourd'hui que dispose l'Union africaine pour amener ces militaires à rendre le pouvoir au civil? Voilà, au civil. D'abord, au passage, je vais saluer notre militant de Cancan pour lui dire que à travers nos canaux, il peut écrire, on peut lui mettre en rapport avec notre structure de Cancan qui est assez dynamique, qui évolue bien et que je viendrai en Haute-Guinée dès mon retour de la tournée internationale, en Haute-Guinée en forêt. Alors, j'ai lu ce discours. Il se trouve que c'est le même vis-à-vis des jeunes qui se trouve être aujourd'hui une véritable inquiétude pour nos États parce qu'il y a eu à un moment donné beaucoup de progrès dans la sous-région ouest africaine et d'ailleurs cette question suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt pour les analystes qui se posent la question à savoir comment se fait-il que au début des années 2000 jusqu'en 2012 quasiment que l'Afrique de l'Ouest soit la région qui ait connu le plus grand nombre d'alternances politiques par les élections. Je crois que c'est à l'exception d'un seul pays qui est le Togo. Où il n'y a pas eu d'alternance. La plupart des autres États, en une quinzaine d'années, sont parvenus à faire des élections et qu'un président élu sortant a passé la main à un président élu entrant. Et entre-temps, aujourd'hui, c'est la région qui suscite beaucoup plus d'inquiétude par rapport au coup d'État et à l'instabilité constitutionnelle. Paradoxalement, institutionnelle. Ça voudrait dire que les chefs d'État
qui ont bénéficié de ces avancées ont tous été dans ce syndrome du troisième mandat qui a quand même été un créneau favorable au retour des militaires au pouvoir. Ouais. Aujourd'hui, à la dimension du continent, que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO, l'inquiétude, c'est l'effet contagion, en fait, parce que le fait que ces coups d'État arrivent et que ces militaires gèrent les transitions de façon solitaire et que les populations, très souvent immatures dans certains pays, sont beaucoup plus envahies par la vague populiste, avec le contexte géopolitique international qui fait que les puissances se font la guerre dans les États pour les questions de précaré, il se trouve qu'il y a des inquiétudes que cette vague de populisme n'amène des présidents militaires à rester au pouvoir et à compromettre l'avenir de la démocratie dans nos États. Au point où il y a certains analystes qui pensent que à ce rythme, si on n'arrive pas à trouver un frein et une alternative pour que s'il y a des changements, que ce soit les institutions des États puissent susciter ces changements-là, il se trouvera que les partis politiques, la conquête du pouvoir par les urnes aura moins d'intérêt. Parce que les politiques se diront finalement qu'il faut s'encoquiner avec des militaires pour un jour arriver au pouvoir. Et ceux qui seront recrutés dans nos armées vont beaucoup plus penser un jour au pouvoir en étant peut-être un groupe organisé d'amis pour se dire notre moment va arriver. Et il se trouve que aller dans l'armée, ce n'est plus servir sous les couleurs, mais c'est avoir des ambitions politiques à travers l'armée. Et vous savez, l'autre inquiétude est le fait que dans certains pays, avec les juntes militaires, il se trouve que certains idéologues commencent à penser à faire parrainer le pouvoir politique par l'armée. Je crois qu'en Guinée, on n'est pas éloigné de ça. Je ne vais pas révéler des discussions que j'ai eues avec des gens, mais on a des extrémistes dans ce pays qui commencent à réfléchir dans ce sens pour faire croire que l'armée doit intervenir légalement sur le champ politique et que cela pourrait bien être constitutionnalisé. Vous savez, dans les États en général, dans les sociétés où on ne fait pas attention au mode de pensée, il y a toujours ce type de manipulation où des penseurs, des idéologues peuvent être envoyés à endoctriner les gens, à laver des cerveaux pour dire, on entend clairement, pour dire non, laissez les militaires nettoyer, les civils vont venir, laissez l'armée faire, c'est très dangereux comme discours. Parce qu'il ne suffit pas de nettoyer la maison. Si vous la nettoyez, vous restez dedans, vous gardez les clés, ça veut dire que c'est un problème qui se pose. Donc l'armée n'a pas vocation à faire irruption sur la scène politique et les coups d'État en Afrique deviennent une inquiétude et pour l'Union africaine et pour nos autres organisations. Oui, mais matériellement, Aliouba, de quel constat Mahamat Faki pourrait partir pour, en tout cas, sonner le tocsin par rapport à ces intentions qui pourraient être celles de ces dirigeants des transitions de vouloir se présenter. Est-ce que le premier, donc, dont la volonté sera mise à l'épreuve, c'est bien le Malien Assimi Goïta au mois de février. Le référendum, la nouvelle constitution qui a été adoptée au Mali lui donne la possibilité d'être candidat. Est-ce que c'est un risque que la Guinée aussi se retrouve sur le même chemin avec le référendum constitutionnel qui arrive et que la possibilité soit offerte au colonel Mamadi Doumbouya d'être candidat? Évidemment, le risque existe. Et si le président est en exercice de l'Union africaine, enfin pas le président de la CEDEAO ou de l'Union africaine, s'ils expriment ces inquiétudes, je les partage parce que nous aussi, nous le vivons ici. Nous savons que déjà, si cela n'est pas fait, que ça deviendra exceptionnel parce que dans les règles, selon l'histoire politique de notre pays, le régime de 84, la junte militaire du CMRN, était parti pour une transition. La transition a duré 24 ans. Oui, bien sûr. Et après, on a vu ce qui s'est passé avec le CNDD. Les velléités de se présenter existaient. Aujourd'hui, ça lui vaut le procès du 28 septembre et de toutes les conséquences qui vont avec. Nous savons que dans notre pays, le plus souvent, le plus difficile, c'est d'arriver au pouvoir. C'est pas de le conserver parce que lorsqu'on a des privilèges à partager, lorsqu'on a de l'argent à distribuer, lorsqu'on a des démagogues à constituer, pour un pays qui a un passé communiste avec tout ce qu'il y a comme démagogie socialiste, je crois que c'est très facile de prédisposer les esprits à cela. Alors, ce qui risque d'arriver, ou ce qui pourrait arriver, comme au Mali, il y a des concepteurs d'une constitution, je crois qu'on va aborder ce sujet, qui sont en train de travailler dessus, qui peuvent éventuellement ouvrir un boulevard pour parler de l'option qu'un chef de la junte puisse être candidat. Et en ce moment, ils vont faire prévaloir la constitution dite adoptée par le peuple,
qui va être au-dessus de la charte, qui est la partie, qui est l'engagement pris par le chef de la junte. Donc lorsqu'on prend ces éléments d'évaluation, connaissant l'histoire de notre pays, connaissant la sociologie de nos communautés, la manière de penser, la manière de réfléchir, la capacité de manipulation, la précarité qui expose les gens à ce qu'ils soient toujours dans le besoin et de l'argent public à distribuer. On peut même fabriquer de la monnaie pour pouvoir le faire pour le besoin de la campagne. Le président sierra-léonais récemment a carrément foutu en l'air toute l'économie sierra-léonaise parce qu'il voulait distribuer de l'argent. Donc il a fait recours à la politique. J'ai été là-bas à Freetown et c'est extraordinaire. Donc je crois que nos États ne sont pas à l'abri. Alors je crois qu'il faut lancer l'alerte. Parce que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, ça pourrait se passer en Guinée. Raison pour laquelle l'esprit de veille doit prévaloir. Il faut rester sous ses gardes. Les politiques et tout ça. Et ça concerne tout le monde. Aliou, pour le cas de la Guinée, au regard de votre constat, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD travaillent à effectivement rendre le pouvoir au terme de ces 24 mois de transition? Pour le moment, je crois que les éléments importants qui sont en rapport avec le retour à l'ordre constitutionnel ne sont pas priorisés. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du processus électoral, qui est le processus par lequel on sortira de la transition, on n'a aucun acte tangible qui soit posé. D'abord, les concernés ne sont même pas sollicités. Le PM dit que sur le chronogramme, la Guinée est en avance. Ben écoutez, c'est théorique ça. En réalité, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est concrètement fait? La question constitutionnelle, elle n'est pas évacuée. Ouais. Nous avons tous les éléments qui doivent venir, tous les éléments de base doivent venir de cette... Aujourd'hui, en tant qu'acteurs politiques, nous savons que nous irons aux élections. Quand, de quelle façon et quel type d'élection, on ne sait pas. Parce que le texte de base qui doit définir tous ces contours-là, qui est la Constitution, mère de tous les textes, elle n'est pas encore élaborée. Et nous ne voyons pas d'indices qui montrent d'abord son caractère inclusif, parce que on a vu ces soi-disant consultations, on a vu les démarches qui sont menées et qui fragilisent cette constitution dont on parle, alors qu'on pouvait, en discutant autour de la table avec tous les acteurs concernés, on pouvait s'entendre sur un mécanisme par lequel cette question constitutionnelle allait être traitée. Le processus de mise en place de l'organe de gestion des élections. Les élections concernent beaucoup d'enjeux. Ouais. Il y a les questions du fichier électoral, il y a la question de la cartographie électorale, il y a le type d'élection qui mérite d'être mené, il y a la logistique qu'il faut avoir, il y a les financements qu'il faut avoir. Oui, l'organe de gestion des élections, j'en ai parlé. Et aujourd'hui, ce qui est grave, c'est le fait qu'il y a tellement de propositions qui ont été élaborées depuis le début de cette transition. Moi, vous m'avez donné l'occasion de présenter beaucoup de propositions que le modèle a formulées. Ouais. Et toutes ces propositions, on ne peut pas en discuter aujourd'hui parce qu'il y a un refus de mettre ça sur la table et d'ouvrir un véritable dialogue pour discuter. On veut qu'on vienne, on veut remorquer tout le monde, on vient faire valider ce que le CNRD veut, et puis derrière, on fait de la démagogie, on dit on est en avance. Si on est en avance, personne ne peut arrêter le temps, et on verra bien. Mais ce qui est grave, c'est lorsqu'on s'imagine un glissement du calendrier de la transition. Parce que là-dessus, est-ce qu'il y a des indices qui vous disent on tend vers ça, vers un glissement de calendrier? Naturellement, Aboubacar, pourquoi? Parce qu'il y a des opérations qui sont incompressibles par rapport au processus électoral. Il y a des choses pour lesquelles, si vous devez faire 6 mois, vous n'avez aucune chance de faire 3 mois, même 5 mois, si vous voulez faire un bon travail. Alors, si on met de côté toutes ces opérations qu'on ne peut pas compresser, il se trouvera qu'on aura un retard. Et alors, ces éléments tangibles, on tend vers la deuxième année de la transition. Ouais. Il ne s'agit pas de s'adosser sur l'accord obtenu avec la CEDEAO. L'effectivité de la deuxième année de la transition, ce sera le 5 septembre prochain. 2023, ouais. À partir de là, ce n'est pas lorsque vous avez dit top chrono que c'est parti. Dès le premier jour où vous avez pris le pouvoir, vous avez annoncé, c'est à partir de ce jour que vous exercez effectivement le pouvoir. Dans la tête des gens, que ce soit des Guinéens de l'international, la transition guinéenne tend vers sa deuxième année. Ouais. Une transition qui va au-delà de 2 ans, elle devient problématique. La pression va commencer. La pression politique, la pression sociale. Au niveau de l'économie, les choses ne vont pas très bien. Au niveau de l'économie, les choses ne vont pas très bien se développer. Je veux dire que ce n'est pas lui seul qui vient de le dire, que quand une transition déborde, elle devient problématique. Bien sûr. Ouais. Baouri l'a dit ici, il y a d'autres qui le disent. Bien sûr. Mais malheureusement, certains pensent et qu'ils peuvent réaliser les astuces, les habituelles acrobaties et qu'ils tiennent les rênes. Et je crois que le colonel est dans une sorte de bulle. Il rencontre des gens qui lui disent ce qu'il aime entendre. Ça fait quand que vous n'avez pas parlé?
Ça fait un bon temps. Ça fait un bon temps. Bien. Parce que je considère qu'il doit écouter un certain nombre de personnes. Ceux qui lui parlent présentement, puisque j'en sais un peu, honnêtement, ce ne sont pas des gens qui vont le conduire vers une bonne destination. Oui, mais il faut se le dire. Bien. Aboubacar. Lincoln cabinet, oui. Lincoln, s'il te plaît. Aboubacar, ça c'est justement très grave. Cabinet peut faire un petit sondage sur ça, hein, puisque c'est son domaine. Bien. Ce qui est grave, faut qu'il en ait les moyens. Ce qui est grave, c'est que justement, le colonel, quand vous regardez, et Fonike Manga l'a dit ici, il a pratiquement coupé le pont avec tous ceux qui auraient pu lui donner des bons conseils. Non. Je veux dire des discours vrais, pas forcément dissonants, mais quand même lui donner des conseils qui aident à ce que les choses aillent dans le bon sens. Que ce soit dans le milieu des médias, que ce soit dans le milieu politique, que ce soit dans le milieu économique. Bizarrement, il a coupé le pont avec tout ceci. Ou peut-être qu'on lui a fait couper le pont. Évidemment, c'est parce qu'il a accepté aussi qu'on lui coupe le pont, donc il s'est embulé. C'est extrêmement grave, Aboubacar. Bien dit. Allez-y, Lincoln. Il y a des kirdis au palais. Donc, n'oubliez pas. Oh, mais lâchez les baskets. Oui, je n'ai fait que parler. J'ai dit, il y a kirdis au palais. Attention. J'ai parlé seulement. Merci. Alors, au regard de tout ce que vous venez de citer comme peut-être danger pour la transition, on annonce l'arrivée du président Talon au niveau des autres jeunes. Qu'est-ce que Talon pourrait changer dans tout ce qui est en train de se passer? Puisqu'il y a des risques de glissement de calendrier. Il y avait des petits problèmes avec la CEDEAO, mais aujourd'hui, on revient au dialogue et c'est Patrice Talon qui vient. Qu'est-ce qui pourrait changer, Aliou? Alors, je partirai d'abord de ce qui a prévalu autour du sommet qui s'est tenu à Bissau. Le dernier sommet qui a consacré le passage en main du président Umaru Sissoko Embalo au président Ahmed Tinubu. Il ne faudrait pas négliger un certain nombre de détails, parce que ce qui devait se faire, en fait, c'était, selon les informations que j'ai eues, c'était un président d'un pays francophone, en l'occurrence le président du Togo, qui devait avoir la main. Qu'est-ce qui a prévalu entre-temps? Vous savez, il y a une situation géopolitique dont il faut tenir compte dans la sous-région. La guerre en Ukraine n'est pas très éloignée en termes d'influence par rapport à ce qui se passe chez nous. Nous sommes dans un monde très interconnecté. La question Wagner revient dans les calculs de la plupart des pays qui sont nos pays amis, que ce soit les grandes puissances, que ce soit la Russie, dans le cadre du rapport de force. Wagner étant en difficulté sur le champ de guerre en Ukraine, il y a beaucoup qui ont intérêt à surfer sur cette difficulté pour sortir Wagner de la sous-région qui représente une menace pour les intérêts de beaucoup de pays, au Mali, au Burkina Faso et peut-être par extension en Centrafrique et dans d'autres pays africains où il pourrait bien être. Alors, la CEDEAO, pour se réinventer, a besoin d'un leadership encore plus fort. Le président de la Guinée-Bissau a fait beaucoup d'efforts, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que lui-même, il est embourbé dans des problèmes de politique intérieure. Vous avez vu qu'il a perdu même les élections législatives qui l'obligent à faire une cohabitation. Le président du Togo n'était pas la personne la mieux indiquée pour pouvoir reprendre le flambeau et marquer ce leadership sous-régional. L'ex-président du Nigeria, Buhari, à un moment donné, il a délaissé systématiquement la CEDEAO. Le Nigeria n'assumait plus son rôle de leader de la sous-région, participait simplement aux réunions, tirait les conclusions et c'était terminé. Tinubu qui est arrivé, d'abord il va exercer son premier mandat et à la première année de son premier mandat, il se sent investi de ce mandat sous-régional. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Et en général, le Nigeria et les pays anglophones ont une approche très pragmatique et ferme sur les questions de principe. Respect de la loi, respect des engagements. Souvenez-vous qu'en Guinée, en 2007, je crois que c'est Babangida qui était venu ici et qui avait fait bouger les lignes. Parce que Babangida, lorsqu'il s'est retrouvé avec le général Lansana Conté suite à la grève sociale, pour ceux qui encore sont là, qui peuvent témoigner, il a dit clairement, les yeux dans les yeux à Lansana Conté, ce qu'il pensait et ce qui pouvait être utile pour la Guinée. C'est ce qui a conduit à l'ouverture qu'on a eue et l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, etc., etc. Je crois qu'il ne faut pas négliger la carte Tinubu. Parce qu'il aura besoin d'affirmer son leadership. Ce que je suis en train de dire, mais quand il parle de force anti-push, qu'est-ce qu'il peut faire? On apprend que la CEDEAO a décidé de réactiver. Et comment? Ce que je suis en train même de dire par rapport à lui, c'est une sorte de conseil indirect à travers votre média que je donne à la jeune. Restez là avec des gens qui vont fanfaronner, qui vont faire du griotisme et vous faire croire qu'en réalité tout ça n'est rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez,
avec le Nigeria et l'agenda dans lequel Tinubu est là et les forces internationales qui sont derrière, parce que l'enjeu géopolitique est pris en compte, si vous ne prenez pas ça en compte, vous négligez, vous pensez que tout va bien aller, honnêtement, vous aurez préparé votre propre chute. C'est ce qu'il faut éviter. Aujourd'hui, avec l'approche que Tinubu veut entamer, prendre très au sérieux les menaces brandies par Tinubu que veut entamer, il y a beaucoup d'intérêts derrière qui veulent que les choses se stabilisent. On a 3 transitions problématiques dans la sous-région. Les autres chefs d'État ont peur de l'effet contagion. La Côte d'Ivoire est fragile encore. Alassane Ouattara est assis sur un 3e mandat. Qu'est-ce qui pourrait arriver après lui, étant donné que la Côte d'Ivoire a connu auparavant un coup d'État militaire, il y a encore des difficultés. Qu'est-ce qui peut se passer? Le Sénégal a failli basculer récemment avec la situation. Donc la situation reste précaire et fragile. La Guinée-Bissau et tous ces pays. Alors, la Sierra Leone et le Libéria, malgré tous les efforts qu'ils fournissent, sont encore des États en convalescence. La démocratie n'est pas enracinée. Si vous ne prenez pas en compte tous ces paramètres, vous voyez un peu la position géographique de la région. En face, vous avez les États-Unis qui considèrent la zone du golfe de Guinée comme étant une zone de sécurité nationale qui est en face du territoire américain. Bien sûr. Vous avez des transactions commerciales qui passent de l'Europe pour aller systématiquement sur le Nigeria, sur l'Angola, jusqu'en Afrique du Sud. Vous pensez que tous ces gens-là n'ont pas un regard particulier sur la Guinée? Et la Guinée, c'est le pays côtier le plus fragile considéré. Alors la menace terroriste et tout ce qu'il y a dans la bande sahélo-sahélienne pourrait bien basculer vers les côtes. L'inquiétude aujourd'hui, c'est comment s'assurer une stabilité politique et institutionnelle dans ces États côtiers et garantir que la menace sécuritaire ne peut pas toucher les autres. Bien. Alors si vous n'avez pas quelqu'un qui vous explique en détail tous ces éléments, un homme comme Mamadi Doumbouya qui doit avoir une présentation d'un tableau de tous ces éléments pour dire attention, voici la situation à laquelle tu fais face. Si tu ne fais pas attention aux décisions que tu prends ou que vous allez prendre, tu vas te confier à ton ministre des Affaires étrangères qui va te raconter des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité. Tu vas te retrouver avec quelqu'un de ton entourage, un démagogue qui a envie d'avoir un véhicule sorti d'usine qui va dire ce que tu aimes entendre. Et lorsque les problèmes vont commencer, ce sont les premiers qui iront dans les quartiers pour dire que tu n'écoutes personne. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays. Un conseil pas cher en 30 secondes pour lui. Ouais, en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'espère qu'il va bien écouter. Lorsque j'estimerai utile de le lui dire directement, je lui passerai mon message. Très bien. C'était donc Aliouba. Voilà, toujours intéressant, comme on l'aime. Grand merci Aliou. Merci d'être repassé dans Mirador. Ça n'est terminé pour ce jeudi et pour ma partie, en tout cas pour cette semaine. Demain, vous serez avec Mamadouri. Merci à Ibrahim Baben Diallo et à Ibrahim Assila pour tout l'accompagnement technique pour cette première semaine de reprise. On sera là de nouveau, si Dieu le veut bien, lundi pour continuer l'aventure. Restez sur FUM FM. Les programmes continuent. Derrière nous, Dit Indire avec Mohamed Ba et toute sa team. Au revoir.